Salut les maniaques du gros son qui tâche, j'espère que vous allez bien. Comme promis, une petite vidéo spécialement pour vous les maniacs. Et on va partir cette fois-ci en 1990. J'ai évoqué pas mal d'albums issus des années 80. J'ai évoqué pas mal d'albums issus des années 90. J'ai fait 91, 92, 93, 94. Mais je n'ai pas évoqué l'année 1990. Eh bien, je vais réparer cette erreur tout de suite. Les Maniacs 1990, c'est la victoire de l'Allemagne qui n'est pas encore réunifiée. Donc, c'est encore la République fédérale Allemagne qui gagne sa Coupe du Monde en 1990 en Italie. C'est également l'explosion du CD. J'en veux pour preuve. En 1990, j'achète ma première platine. On appelait ça laser, donc platine laser, et c'est l'explosion du CD qui va enterrer de manière provisoire, bien entendu, le vinyle. Allez, c'est parti, donc 10 albums sortis en 1990. Grosse explosion du death metal avec quelques albums enregistrés au Morrisound par Scott Burns, les Maniacs. En août 90, je chope cet album d'Annihilator en CD et j'ai retrouvé le vinyle quelques années plus tard. Le deuxième Annihilator Never Neverland, produit par Glenn Robinson, qui vient de produire le Nothing Face de Voivod et toujours au Québec le deuxième album Sweet Dreams de Sword. Et donc ce deuxième Annihilator, un peu déçu à la première écoute, drôle de production, la batterie de Rea Hartman qui sonne un peu zarbi, la caisse claire. Et ça se veut moins trash que sur Alice in Hell. Jeff Waters se permet de composer quelques morceaux un peu plus heavy. Bon, bien sûr, ça reste technique, on reconnaît la patte Annihilator, mais c'est moins trash. Et bon, cet album, bien sûr, je l'adore, et il a obtenu son succès. Et puis, ben, bien sûr, le groupe allait repartir en tournée, tout d'abord aux États-Unis, et ensuite en Europe, en compagnie de Pantera, et en support de Judas Priest, ce deuxième Annihilator, Never Neverland. Dans mon top 5 du métal, tout style confondu, évoqué maintes et maintes fois, un des plus grands comebacks de notre musique tant aimée, Judas Priest et son Painkiller, produit par Chris Tsangarides, et premier album avec Scott Travis à la batterie. Donc Scott Travis, c'est un peu comme Mickey D au sein de Motorhead, hein. Il rebooste la machine de manière considérable. Et cet album, voilà, est devenu culte. Mais bon, il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo avec mon pote Hervé, où je devais retrouver les albums des lecteurs de Metal Hammer Angleterre en mars 91, et cet album n'y était pas. Donc je pense que ça n'a pas été un classique instantané. C'est pour ça, quand je lis parfois sur les réseaux sociaux un album qui vient de sortir, oh, c'est un chef-d'œuvre! Oh, mais quel album! L'album du siècle! Bon, déjà, l'album du siècle, moi, j'avais un pote qui me sortait l'album du siècle toutes les semaines. Donc, ouais, il faut plusieurs écoutes pour apprécier un album, je pense, à sa juste valeur. Et preuve en est que ce Painkiller n'a pas été considéré comme un classique dès sa sortie. Le cinquième album de Slayer, Seasons in the Abyss, avec la ribambelle de classique, War Ensemble, Dead Skin Mask, Seasons in the Abyss, le titre, Blood Red, Skeleton of Society, Temptation, tout l'album. Et c'est bien sûr le dernier album avec Dave Lombardo à la batterie qui allait se faire la malle quelques années plus tard, en 1992 plus précisément, pour être remplacé par Paul Bostaph. Et c'est avec cet album que, bien sûr, Slayer allait venir pour la première fois en France dans le cadre de la tournée Trash de cette année 90, le fameux Clash of the Titans, avec bien sûr
outre Slayer, Megadeth, Suicidal Tendencies et Testament. Un des tout meilleurs Slayer, encore une fois, mais ouais, beaucoup le considèrent comme le meilleur Slayer, ex aequo avec Reign in Blood. Je préfère quand même Reign in Blood à ce Seasons in the Abyss, que j'adore bien sûr. Toujours dans le trash, mais un peu plus mélodique, un peu plus posé, avec un vrai chanteur qui retrouvera d'ailleurs Kerry King quelques décennies plus tard pour son projet solo. Je vais bien sûr parler de Mark Osegueda qui sort avec Death Angel ce troisième album fort justement intitulé Act 3, paru au printemps 90, produit par Max Norman. Superbe album de trash à la sauce Death Angel. Et malheureusement, dernier album avant le split suite à l'accident de tourbus qui allait causer le départ de Mark Osegueda, encore une fois, justement. Pour revenir dans les années 2000. Quel album, n'est-ce pas Stéphane? Stéphane Blin, qui a eu l'immense privilège d'assister à la tournée de cet album lors du passage du groupe à Toulouse. Donc ça devait être en mai-juin 1990. On parlait du Clash of the Titans, la tête d'affiche avec Slayer, c'était bien sûr Megadeth qui sortait son quatrième album à la rentrée, Rust in Peace. Là aussi, ça n'a pas été un classique instantané. Maintenant, c'est considéré comme l'album référence de Megadeth, notamment pour ses classiques Holy Wars, Tornado of Souls, avec un des plus grands solos de l'histoire du métal, signé Marty Friedman, Rust in Peace Polaris, Anger 18, qui était sorti en single. Donc voilà, un grand disque, là aussi, produit par Max Norman, produit par Mike Leake et mixé par Max Norman, veuillez m'excuser. Et premier album avec la formation dite classique du groupe, les deux Dave Mustaine, Dave Ellefson, qui s'acoquine avec Nick Menza et Marty Friedman, le guitar héros. Et bien sûr la pochette, magnifique pochette légendaire, signée Ed Repka. Je parlais de l'année death metal avec pas mal de productions sorties tout droit des Morrison Studios. Le premier D-Side par exemple, paru au premier semestre 1990, premier album de la bande à Glenn Benton avec les frères Hoffman et bien sûr le batteur Steve Asheim. Et là encore, plein de classiques. Lunatic of God's Creation, Dead by Dawn, Sacrificial Suicide et le morceau titre D-Side qui ouvre la phase B de ce disque. Quelle intro, quel titre! C'est le death metal que j'aime. Bien haineux, bien blasphématoire, bien evil et bien produit bien sûr. Gros son de Scott Burns sur cet album, dont on retrouve un peu l'esprit sur le premier Cannibal. Les groupes s'enchaînent au Morrison. Après D-Side et avant Obituary, Cannibal Corpse pour ce Eaten Back to Life, premier album. Dans une veine trash death. Donc là aussi, plein de classiques. Les premiers classiques de Cannibal y sont sur ce disque. Skull Full of Maggots, Born in a Casket, Shredded Humans. Et bien sûr, toujours produit par Scott Burns. First Press sur Metal Blade. Et pas la photo d'habitude. Enfin, sur le CD, il y a une photo, mais pas sur le vinyle. Bien sûr, une pochette légendaire. Première pochette bien gore, chère à Cannibal. Encore dans le death metal, troisième album dans le style, Cause of Death d'Obituary. Unique album avec James Murphy,
qui vient de planter Chuck et son Death en pleine tournée Spiritual Healing pour rejoindre Obituary. Donc Frank Watkins, les frères Tardy, John et Donald et Trevor Perez, bien sûr, pour ce deuxième album, Cause of Death. Superbe album, superbe pochette, une des toutes meilleures productions de Scott Burns. Et un album, là, c'est devenu dans le death metal un classique instantané. Je dois l'avouer. Quatrième groupe qui est passé par le Morrison, les Anglais de Napalm Death pour ce Harmony Corruption. C'était le choix du batteur, hein, Mick Harris, et pourtant ça s'est mal passé avec Scott Burns, qu'il a purement et simplement mis à la porte du Morrison une fois ses parties de batterie enregistrées. Il n'était pas sur la même longueur d'onde que le batteur de Napalm Death, Scott, donc voilà. Pourtant l'album est réussi, hein, avec bien sûr un des plus grands classiques de l'histoire du death metal, sorti en single. Je vais bien sûr parler de Suffer the Children, c'est vraiment leur classique également en Napalm Death. Pourtant ils en ont une flopée de classiques. The Necessary Evil, Mass Appeal Madness, Unchallenged Hate. Il y en a tellement de grands morceaux de Napalm Death. Mais bon, c'est Suffer the Children qui est assurément le classique du groupe et le classique de cet album. Mais ça serait dommage de ne pas citer les autres titres. If the Truth Be Known, dans sa version live avec Mick Harris, encore une fois à la batterie. C'est lui qui fait le show en fait. Il suffit de regarder les nombreuses vidéos de Napalm Death avec Mick à la batterie pour s'en rendre compte. C'était un showman. Et dernier album pour ce soir, encore un produit issu des Morrison, le troisième Death, donc James Murphy qui enregistre 2 albums la même année, ce Spiritual Healing et le Cause of Death, Chuck Schuldiner et la section rythmique, Derek Butler, Rick Rose. Magnifique album de death metal qui se veut plus technique, mais néanmoins avec Bill Andrews à la batterie, ça le fait pas. C'est un super batteur, mais c'est pas un batteur raffiné, c'est plus un bourrin. Donc du coup, les compos, elles sonnent quand même bien brutales, quoi. Superbe album, pochette signée Ed Repka, tout comme pour le Rust in Peace de Megadeth. Il y avait des recettes, des formules gagnantes, hein. Quand on avait son album produit par Scott Burns, Max Norman, Alex Perialis ou Bill Metoyer, et on associait ça avec une pochette, par exemple signée Ed Repka ou Michael Whelan, qui a fait Rise, qui a fait Beneath the Remains, Cause of Death d'Obituary, ou encore Andreas Marshall, qui a fait les pochettes de Creator. Donc quand on avait un bon dessinateur et un bon producteur, si on avait des bonnes chansons, on avait toutes les chances de tirer son épingle du jeu. Ok les Maniacs, vous allez me dire, bon, 13 minutes pour résumer l'année 90, c'est un peu court, mais bon, il y aura une deuxième partie parce que j'oublie plein d'albums. Et vous allez me dire, ouais Bruno, t'as oublié le Entombed, t'as oublié le Suicidal Tendencies, ou encore le Prong. Bon, j'ai certainement évoqué ces albums-là dans d'autres vidéos. C'est vrai qu'ils auraient pu figurer sur cette première partie, mais bon, je préfère faire deux vidéos consacrées à une même année. Et puis voilà, c'est plus cool. N'est-ce pas les Maniacs? Allez, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bonne soirée, ciao les Maniacs.